Mars 1987 à Toulouse. Sous le chapiteau du cirque Pinder, plus d'1 millier de personnes acclament dans un vibrant hommage une vieille dame de 70 ans. Cette ancienne gloire du cirque, née dans la sueur des ménageries de la Belle Époque, a parcouru l'Europe et la Méditerranée sous les plus grands chapiteaux, avec son numéro de dressage et ses 10 lions. Amoureuse des animaux, femme de caractère, généreuse et insoumise, elle a connu l'ivresse du succès et la détresse de la misère. Elle s'appelle Jeannette MacDonald. Au début du XXe siècle, c'est le temps des grands empires coloniaux. L'attrait du public pour l'exotisme se ressent jusque dans les fêtes foraines, où d'immenses ménageries ambulantes présentent à l'œil profane des animaux de tous les pays. Pour pimenter le spectacle, des hommes se sont aventurés à l'intérieur des cages et rivalisent de tours et d'esbroufs pour affirmer leur domination sur la bête sauvage et rugissante devant un public qui cherche à se faire peur. Les cages de ces ménageries sont remplies d'animaux tous plus incroyables les uns que les autres, aussi bien les fauves, qui sont l'élément majeur, l'atout important, mais aussi des reptiles, des oiseaux, et parfois même des animaux impressionnants comme un rhinocéros ou un éléphant. Donc le contexte forain, au début du XXe siècle, il est évidemment très important parce que le cirque à ce moment-là est encore largement équestre. 1918 marque la fin du premier conflit mondial. Comme nombre de familles françaises, les forains payent un lourd tribut à la guerre. Et sur les foires, beaucoup d'enseignes ont fermé. Jeannette Corfdeer est née le 3 mai de cette même année dans une roulotte à Montrouge. MacDonald, c'est le nom de scène de son père qui se prétend fils d'un dresseur écossais. Sa propre ménagerie a fait faillite en 1914, mais il travaille toujours comme dompteur sur les champs de foire de la région parisienne. Elle naît donc avec des petits chiens, elle naît avec des petits lions, elle naît avec des petits singes, des chimpanzés. Elle va être amenée à vivre cette vie donc d'enfant de la balle, de banquiste. En 1924, à la fête de la Bastille, Jeannette est la coqueluche des forains. Alors âgée de 6 ans, elle entre avec son père dans la cage. Elle était maquillée et habillée, déguisée un peu en petite sauvage par ses parents, dans la cage aux loups pour faire du spectacle, quoi. Sa carrière a commencé très jeune. C'est Louis MacDonald, le saltimbanque, le banquiste, qui va l'élever. Car Jeannette perd sa mère en ce début d'année 1924. Cette femme forte de caractère, Jeannette n'en gardera qu'un souvenir flou. De nombreux dresseurs viennent apprendre auprès de son père, comme le jeune shérif Amar de la ménagerie éponyme. Louis MacDonald est déjà très réputé sur les champs de foire. Il a, dit-on, obtenu le titre de champion des dompteurs de 1906 à 1922. Jeannette MacDonald a voué à son père une très grande admiration. Quelle fête prodigieuse, avec d'immenses serpentins de lumière, des parades éblouissantes et tous ces banquistes bonimenteurs. Des élégantes y venaient en calèche, sous des flots de serpentins. Et de nombreux équipages sillonnaient la plus belle des fêtes de Paris. Mustapha Amar, patron du cirque Amar. Sous l'influence du cirque américain Barnum and Bailey, les cirques européens se lancent dans le gigantisme. Ce sont les grands cirques allemands Krohn, Sarrazani et Hagenbeck. Un nouvel appétit du public né pour une nouvelle forme de spectacle. Les cirques équestres et les ménageries vont souffrir de cette concurrence. Et les entreprises vont muter et devenir les cirques-ménageries. Très rapidement, des familles foraines vont monter cirque et vont prendre le train d'une autre mode. Et surtout, parce que ces familles viennent du monde forain, elles vont assimiler au cirque voyageur et un cirque plutôt équestre et acrobatique, elles vont assimiler la présentation des animaux exotiques, des fauves, mais pas seulement. L'invention de la cage centrale par Wilhelm Hagenbeck, à la fin du XIXe siècle, va évidemment totalement modifier la donne, puisque d'un seul coup, le cirque peut lui aussi avoir des fauves. L'enfance de Jeannette est rude, car les petits établissements comme celui de son père ne font plus recette. D'autant qu'en ce début d'année 1930, la grande crise ravage la vieille Europe. En 1938, Jeannette a 20 ans, et c'est une jolie jeune femme. Le chanteur a succès d'avoir un bon copain, Henri Garat, dont les admiratrices vont jusqu'à embrasser les roues de sa voiture, demande sa main à son père. Louis refuse et, comble d'ironie, reproche au chansonnier d'être un saltimbanque. Mais Jeannette n'en a que faire. Elle ne s'intéresse qu'aux animaux. Jeannette MacDonald adorait les animaux. C'était une exclusive. La bagatelle ne l'intéressait absolument pas. Et vis-à-vis des hommes, cette femme qui
qui était très belle, qui était très courtisée, m'a souvent dit, elle m'a dit ça très souvent, tu sais, je n'ai jamais aimé danser avec les hommes. 1939, la guerre éclate. Les cirques-ménageries privés de carburant réquisitionnés pour l'armée vont s'installer aux portes des grandes villes. Et en avril 1940, une loi interdit aux nomades et aux forains de se déplacer. Les directeurs ont essayé de maintenir, parce que le public, même s'il était angoissé à l'idée du prochain bombardement, le public avait aussi parfois envie de se divertir. Les programmes du Cirque Medrano, par exemple, qui sont de toutes petites feuilles de papier, donnent au milieu le déroulement du programme et au dos le plan des abris de quartier. Face à ces difficultés, le père de Jeannette abandonne les foires et le dressage. Il meurt en 1942. Libérée de la tutelle paternelle, Jeannette trouve un poste au jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne. Le jardin d'acclimatation, c'est un endroit où on souhaite montrer au public un raccourci du monde. Et donc, Jeannette MacDonald trouve là, évidemment, un nouveau terrain pour présenter ses fauves à un public qui n'est pas forcément le public du cirque, qui vient là à la fois pour se détendre et se promener et assister à une présentation tout à fait hors norme. Quel fut le premier homme qui voulut vivre en harmonie avec les tigres et les lions? Ce précurseur dut se révéler dans l'Inde mystérieuse. Et ce fut probablement, comme Mowgli, un petit homme tout nu, élevé dans la jungle par un clan de loups. Un soir de printemps, l'appel de la race le chassa vers les villages. Mais il avait gardé au cœur, impérieux, le désir de revivre la vie de la jungle. Aux criailleries des femmes, il préférait la muette société des êtres soumis aux lois de l'instinct et dont la férocité naïve console de la cruauté perverse des hommes. Henri Tétart, écrivain dompteur. À la porte Maillot, non loin du jardin, s'est installé le nouveau cirque de Paris tenu par Shérif Hamar. Ils se connaissent, ils se sont croisés sur les foires, lorsque Shérif se produisait dans la ménagerie familiale. Aujourd'hui, il est directeur de cirque, et bien qu'il se soit marié quelques années plus tôt, il n'est pas insensible au charme de Jeannette. Grand dresseur de fauves, il va lui apprendre les bases du métier de dompteur de cirque. L'amour qu'a eu Shérif Hamar avec Jeannette, c'est une histoire d'amour à travers les fauves. Ils avaient une même passion, c'était la passion du dressage, la passion des bêtes. Hein. Voilà, c'est une belle histoire d'amour avec les lions. Le travail est harassant. Nettoyer les cages, nourrir les animaux, les soigner, et bien sûr les dresser pour la piste. Leur apprendre les différents exercices, les routines d'un numéro. Mais contrairement à son père qui travaillait en férocité, c'est-à-dire agacer le fauve pour montrer son agressivité, elle va travailler en douceur, en contact très proche avec l'animal. Malgré tout, cela ne réduit pas le risque. Mais la douceur et la patience de Jeannette lui permet de triompher des bêtes les plus difficiles et d'en faire des animaux malléables, au caractère assoupli. Le jeu est très important. On va organiser avec lui un petit jeu, un petit truc qui va faire que, tout d'un coup, il a une activité inhabituelle. Après, c'est la viande, le bout de viande sur le bâton. Et on le fait suivre la bout de viande avec la commande. Le langage, c'est aussi le corps. Comme moi, je me bouge, l'animal, il sait où aller. Et c'est pour ça aussi qu'après qu'on a les fouets, pour bloquer, pour que j'ai les bras plus longs. Pour les cirques, la fin de la guerre est une opportunité. Proposer des divertissements nouveaux pour un public avide de joie et de bonne humeur. En indépendante, Jeannette enchaîne au gré des saisons différents engagements dans les foires et les fêtes de Paris. À Aubervilliers, Shérif Hamar, séparé de sa femme Émilienne, ouvre avec Jeannette une ménagerie ambulante. C'est l'école de dressage Jeannette MacDonald. Comme un hommage à la carrière de son père, elle maintient le flambeau d'un métier. Mais elle rêve aux étoiles de la piste. Avec l'aide de Shérif, elle va construire son numéro. Shérif Hamar était un grand dresseur, très grand dresseur. Et je pense que c'est Shérif qui lui a mis son numéro en main. Hein. Shérif était à la porte, mais elle était seule en cage, toute seule, au milieu de ses lions. On me suppose à tort des secrets, des moyens extraordinaires. Je m'attache à deviner le caractère de chaque sujet, à flatter ses passions. Je donne du repos aux paresseux, je joue avec les joueurs. Je deviens leur ami parce qu'ils craignent de m'avoir pour ennemi. Il ne faut pour obtenir ces résultats qui vous étonnent que du courage, de la force et un bon jugement. Henri Martin, dresseur. Au début de l'année 54, une vague de froid intense balaie la France, laissant le gimeur dans la rue. Un homme d'église force les portes d'entrée des radios parisiennes pour alerter la population.
c'est l'abbé Pierre. Il faut agir vite pour sauver tous ces gens. Jeannette ne reste pas les bras croisés. Un homme se présente chez Jeannette MacDonald et lui demande si elle n'a pas des caravanes à céder. C'est autre que l'abbé Pierre qui vient de pousser un cri du cœur. Et Jeannette MacDonald, ne répondant qu'à son cœur, offre 2 caravanes à l'abbé Pierre pour les sans-logis. Son numéro de dressage devient populaire et les cirques commencent à s'intéresser à elle. À l'été 54, elle part en Suède sur les pistes du Circus Müller-Kulladal pour une période de 6 mois. La collaboration avec Shérif Amar porte ses fruits. Il avait de l'or en barre avec Jeannette MacDonald. Il l'a mise en piste tout de suite avec les attributs que l'on connaît, c'est-à-dire avec cette culotte de cheval, ses bottes vernies, noires, ce chemisier à jabot et des gants blancs. C'était rare à l'époque de voir ce genre de choses. En 1955, elle se produit au Festival mondial du cirque de Marseille avec 10 lions et lionnes. Elle soulevait la lionne, elle portait la lionne comme une écharpe sur ses épaules. Là, alors elle tournait autour de la cage, là c'était les applaudissements, c'était le final. Mais à la dernière représentation de la journée, alors que Jeannette porte sa lionne Lola sur les épaules, le fauve la mord sévèrement à la main. Un spectateur crie dans le public, la lionne prend peur et Jeannette MacDonald saisit mal l'animal, qui la mord. Elle bande sa main ensanglantée avec un mouchoir et elle poursuit son numéro. Et le lendemain, soir, elle est dans la cage avec ses fauves, avec un pansement au poignet. Et à la fin du numéro, elle fait un bisou à la lionne qu'il avait mordue la veille. En 1956, c'est la consécration. Elle est au programme du cirque d'hiver Bouglione sur les grands boulevards à Paris. Son nom scintille sur la façade du dernier cirque en dur parisien inauguré par Napoléon III en 1852. Elle ouvre la première partie du spectacle avec son numéro de 10 lions. Elle y côtoie Sandrine Bouglione, la grande trapéziste, les clowns Maïs et Albert Fratellini. En 1956, c'était tout à fait extraordinaire. Le programme était d'extrême qualité. Si les Bouglione ont engagé Jeannette MacDonald, ça veut dire qu'elle s'occupait bien de ses bêtes, d'abord, et que c'était un formidable numéro. Fort de ce succès chez les Bouglione, Shérif convainc son frère Mustapha de mettre Jeannette en vedette au cirque Amar, aux côtés du plus grand clown de l'époque, Achille Zavata. C'était des usines. Il y avait des chapiteaux à 5000 places. Il y avait 8 éléphants. Vous avez une tente pour les chevaux, il y avait 50 chevaux. Une tente pour les exotiques, il y avait 50 exotiques. Il y avait un rhinocéros, il y avait une girafe, il y avait un hippopotame, il y avait 40 fauves. C'était colossal, totalement différent de maintenant. L'affiche a été conçue par Roudy, un fabuleux dessinateur toulousain. Jeannette devient l'icône de la féminité sauvage du cirque Amar. C'est une femme dans la cage, donc il y a à la fois quelque chose de très fragile, si vous voulez, dans ce contraste entre la féminité et la brutalité des fauves, et en même temps aussi la présence de cette femme, son autorité naturelle, avec des animaux qui lui obéissent. Jeannette se fond dans cet univers du cirque ambulant. Elle parcourt la France et traverse la Méditerranée avec ses animaux et toute la troupe du cirque Amar. Faire les villes d'un jour, voyager toutes les nuits, habiter dans une caravane toute l'année, travailler du matin au soir. En fait, on n'a pas des horaires. On finit le spectacle à 11h le soir. Et après, peut-être, on a 100 km à faire. On doit tout ranger. On arrive dans la prochaine ville à 2h du matin. Et après, à 7h du matin, c'est reparti pour le montage et tout. Contrairement à ce que l'on serait enclin à croire, le monde du spectacle est impitoyable envers les fantaisistes. Dans l'organisation complexe du cirque, le spectacle n'est que le parfum offert au public. Tout l'art difficile du spectacle est dans cette redoutable équation. Cacher la grimace de fatigue ou de douleur par une pirouette pour la plus grisante des drogues, les applaudissements. Wolfgang Holzmer, dresseur. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettent fin officiellement à 7 années et 5 mois de guerre en Algérie. C'est l'occasion pour Shérif Amar de prendre la tête en tant que directeur général d'une entreprise intitulée le Grand Cirque National Algérien. Et il propose à Jeannette d'en être la gestionnaire. Que Shérif a dû être très persuasif. Il a dû lui dire « Ah, Jeannette, écoute, bon, je te donne les clés, hein. Tu connais un peu, bon, Maroc, l'Algérie, très très friand de spectacles de cirque. » Voilà, elle dit oui. Elle accepte.
Mais c'est pas une gestionnaire, Jeannette. C'est pas une gestionnaire, c'est une artiste. Pendant 5 ans, les roulottes du cirque de Jeannette parcourent le Maghreb. Et elle ne se lasse pas de cette vie de nomade. C'est très familial dans le monde du cirque. On est en fait une centaine qui sont tous ici. On se connaît tous, on se soutient tous. Et après, moi, c'est ça aussi que j'aime. C'est vraiment ce monde familial, en dessous le chapiteau, un peu romantique. En juin 1967, le cirque s'installe à Alger, place du Champ de Manœuvre. Le 19, c'est la fête de la naissance du prophète Mahomet. Le cirque Hamar se prépare pour ses 2 représentations quotidiennes. La première est à 15h. À 13h30, des pétards lancés par des enfants imprudents mettent le feu à l'installation. Les dégâts sont importants. La toile du chapiteau, les gradins et les camions sont brûlés. Elle peut sauver les bêtes, mais le matériel est complètement devenu inutilisable, plus de toile de chapiteau. Le contrat d'assurance d'une société, semble-t-il, basée à Tlemcen, ne veut pas dédommager. Jeannette et le reste de son cirque partent pour le Maroc où elle tente de remonter un spectacle à Casablanca. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Séparée de Chérif, et avec le peu d'argent qui lui reste, elle prend le bateau en 1969 pour Bordeaux, sans abandonner ses fauves et ses animaux qu'elle chérit plus que tout. Jeannette a 51 ans. Je suis arrivée ici, mon matériel étant défectueux, je ne peux pas prendre la route. Et j'ai besoin de travailler pour nourrir mes bêtes. Elle va faire les bars, la tournée des bars, avec un singe, un macaque Rhésus, qui s'appelait Nénette. Elle avait appris à Nénette à faire le salut militaire. Et puis elle faisait le numéro. La fin des années 60 marque la fin des Trente Glorieuses, cette période d'abondance et de croissance exceptionnelle. Mai 68 bouscule l'ordre établi, et en 1973, la première crise pétrolière va bouleverser l'économie. Il y a les signes annonciateurs du déclin et qui va être illustré par des faillites retentissantes, notamment à Hamar, où les convois vont être abandonnés sur la route. Au fur et à mesure que l'essence disparaît des réservoirs, les camions s'arrêtent. Et d'autres suivront, évidemment. On entre dans ce qu'on va appeler la grande crise du cirque. Dans ce contexte, lorsqu'en 1973, un directeur de zoo de la banlieue toulousaine appelle Jeannette pour l'accueillir, elle et ses bêtes, dans son établissement, elle ne peut qu'accepter. Je revois Jeannette arriver, oui, passant sur la route près de la maison familiale, arriver ce cirque totalement improbable, quoi, qui allait comme ça s'arrêter pour toujours dans la forêt de Buzet. Les cages se sont métamorphosées soudain avec l'arrivée de Jeannette MacDonald, et puis elle est arrivée, elle, dans une caravane qu'elle appelait la caisse à savon. Jeannette retrouve le sourire. Elle monte même la cage ronde et effectue des démonstrations de dressage devant le public. C'est une période heureuse. Les premières naissances, c'était en 76. Dina, Rosa et Zouina, 3 jolis petits lionceaux qui sont arrivés aux eaux de Buzet. Ça a été une attraction. Les journalistes sont tous venus faire des papiers, etc. C'était un beau moment. Mais le zoo ne fait pas recette. Même si Jeannette ne rechigne pas à la tâche, le quotidien est rude. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Elle faisait un travail d'homme. Elle coupait de la viande, elle débitait des vaches, elle nettoyait les cages des lions, de tout le monde, quoi, des singes. C'était incroyable tout le travail qu'elle abattait. Sans la générosité de ses voisins du village, la vieille dompteuse ne s'en sortirait pas. On l'invite souvent à dîner. Et les maigres recettes du zoo, elle les consacre à la nourriture pour ses animaux et à ses paquets de cigarettes. Le village de Buzet est tout de suite venu en aide à Jeannette MacDonald. Ça a été vraiment un formidable élan de solidarité. Dans un mouchoir, si vous voulez, elle avait porté tous ses bijoux de famille. Elle me disait, voyez, j'ai des bijoux, je vous donne des bijoux et vous me donnez l'aliment. Alors là, je n'ai pas pu. Je me suis dit, regardez vos bijoux, mais je vous donne l'aliment quand même. Lorsque le cirque Bouglione s'arrête à Toulouse, Jeannette est invitée. Ils la font venir dans leur caravane et se proposent de l'aider. J'avais été voir Firmin Bouglione, qui avait racheté le cirque Hamar. Et là, j'étais dans sa caravane et j'ai vu arriver Jeannette MacDonald, âgée dans des conditions très difficiles. Il avait préparé une enveloppe avec certainement beaucoup d'argent pour elle, pour élever ses fauves, pour donner à manger à ses fauves. Malgré la générosité des gens du cirque, le petit zoo de Jeannette survit difficilement. Le public se fait rare. Il est plus attiré par les parcs safari qui, depuis les années 60, présentent les animaux dans de vastes espaces. D'un seul coup, le grand public, et là on parle vraiment du grand public, prend conscience que l'animal peut être montré autrement. Et donc c'est un déclencheur. Quand elle arrive à Buzet, et même si le contexte est plutôt agréable avec
de l'herbe, des arbres, etc., ça reste des cages. Elle n'a pas les moyens de suivre, de prendre le train de la modernité du jardin zoologique. Les hommes exploitent les animaux, ils s'en nourrissent et ils s'en servent. En outre, ils les dominent. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas à renoncer à notre domination sur la nature et l'animal. Mais ce que nous devons absolument, c'est dominer cette domination pour qu'elle ne conduise pas à la destruction et au malheur des autres espèces. Michel Klein, vétérinaire de cirque. À la suite d'un reportage télévisé en 1987, Brigitte Bardot, sans être venue abuser, intente un procès à Jeannette pour mauvais traitement envers les animaux. Le zoo est considéré comme étant un mouroir. Il y a des mots très très crus et notamment une contre-vérité accablante de donner les cadavres de ses chiens à manger aux lions. Car Jeannette, en plus de ses fauves, accueille dans son zoo tous les animaux que des personnes déposent la nuit devant ses grilles. Ces chiens et chats abandonnés, Jeannette ne peut s'en séparer. Et ça, c'est le début d'un engrenage qui est terrible, parce que malheureusement, il ne va pas tout d'un coup lui tomber une manne financière du ciel. Ça amène à trouver de la nourriture dans des conditions difficiles et à ce que les animaux, petit à petit, soient moins bien soignés. Et ça, à notre époque, c'est très, très, très mal vu. Un matin, aux aurores, le préfet, bien décidé à fermer le zoo, rend une visite impromptue à Jeannette. Jeannette est venue nous accueillir, elle a amené le préfet visiter, elle a sorti ses albums de photos, elle m'a montré ses photos du temps où elle était sur la piste, etc. Bon, finalement, au bout de 20 minutes ou une demi-heure, on est reparti. Le préfet avait la larme à l'œil et il lui a donné 10 000 francs de pourboire. Voilà. Séduit par son courage et sa ténacité, un comité de soutien se forme. Avec l'aide de son avocat marseillais Gilbert Collard, ses amis convainquent les autorités de ne pas fermer le zoo. Le procès n'aura pas lieu, mais la situation de Jeannette et de ses animaux ne s'améliore pas pour autant. Sensible à la misère dans laquelle vit la dompteuse, Gilbert Edelstein la reçoit sous le chapiteau du cirque Pinder à Toulouse, comme un ultime hommage. À la fin, il a fait venir au milieu de la piste en pleine lumière pour lui remettre un chèque qu'il avait l'intention de lui offrir. C'est une aide qu'on a l'habitude de faire entre gens de cirque. Quand les gens sont un peu dans l'embarras, bon, si on peut les aider, on le fait. Mais ça, c'est pas miraculeux comme aide. Je pense que ça l'a beaucoup aidé et surtout que ça l'avait beaucoup touché. Et puis parce que pour moi, elle représentait une grande dame du cirque. Après la mort de son dernier lion, le zoo de Jeannette ferme en 1996. Elle est relogée dans une maison de retraite. Mais cet enfermement lui pèse. Alors âgée de 78 ans, elle fugue. Elle me disait toujours, les gens du voyage, ils vivent pas dans des maisons. Pour eux, ça n'existe pas, les maisons. C'est la prison, quoi. Jeannette, seule dans son zoo vide, met le feu par maladresse à sa caravane. Elle doit retourner en maison de retraite. En 1999, comme chaque année, le cirque Pinder fait une halte à Toulouse. Ravie de renouer avec le passé, elle y rencontre un jeune dompteur, Frédéric Edelstein. C'était magique. Magique. Jeannette était ravie de voir ce beau garçon gaillard près d'elle. Frédéric était très ému de voir un maître quelque part, une maîtresse quelque part. Hantée par sa vie de cirque, Jeannette s'éteint le 1er mai 1999, un lion en peluche sur le cœur. C'est un admirateur de la première heure, Jean Bergaille, qui l'invite à partager sa dernière demeure. Vedette du cirque, grande voyageuse, amie des bêtes, qui se souvient de Jeannette MacDonald aujourd'hui? On vient aussi pour voir des clowns, des acrobates, des animaux et de la magie. Donc c'est un ensemble. Et de temps en temps sortent quelques stars comme Zavata, comme mes enfants, Sophie et Frédéric. Jeannette MacDonald, à son époque, je dis c'était une pionnière de l'époque. Mais c'est vrai qu'on se rappelle plus des noms de familles de cirque quand le cirque porte ce nom. Quand on sort du cirque et on se met dans le monde privé, comme on dit, c'est pas qu'on est oublié, mais après on est plus actuel. Sous les feux de la rampe et une vie passée en roulotte, la dompteuse a foulé longtemps la piste aux étoiles. Jeannette la lionne, parmi les lions, a vécu comme elle le souhaitait, entourée de ses animaux.
Les bêtes sauvages sont la parure de la terre et les racines du ciel. Nous devons les aimer et les protéger. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1950, le plus redouté des bandits de Sicile est abattu après 7 années de traque. Il se disait justicier, on l'accusait d'avoir tiré sur la foule. Il se voulait un combattant politique, on le traite de voleur. Victime de son amour-propre, il a fait le choix d'être seul. Et l'affection qu'il portait à son peuple a causé sa perte. La police le surnommait l'insaisissable. Il s'appelait Salvatore Giuliano. Sa vie est faite de mystères. C'est au mois de novembre 1922 que Salvatore Giuliano naît en Sicile, dans une Italie qui a vu quelque temps auparavant son roi accepter que les fascistes accèdent au pouvoir sous l'égide d'un nouveau président du Conseil, Benito Mussolini. L'Italie, en 1922, instaure un régime fasciste. La Sicile, à cette époque-là, est un véritable problème pour l'Italie, parce que c'est la partie la plus pauvre de la nation. La Sicile, essentiellement rurale, est aux mains des latifundistes, grands propriétaires terriens qui exploitent une population de paysans. Sans partage, ils leur attribuent le droit de cultiver leurs terres en ne leur laissant qu'une infime partie des récoltes. Les paysans vivaient dans des maisons sans plafond, avec le mulet, l'âne, les poules, le cochon. Il n'y avait pas d'égout. Il n'y avait que 2 institutrices pour 5000 personnes. C'est sur cette terre oubliée du pouvoir romain et livrée au plus fort que Salvatore Giuliano voit le jour dans le petit village de Montelepre, non loin de Palerme, le 16 novembre 1922. La famille Giuliano cultivait des légumes, des céréales. Le pain, on le faisait avec le blé de la famille Giuliano. Et cela valait également pour les fruits, les conserves. Rien ne manquait chez les Giuliano. Dans cette famille de paysans modestes, mais à l'abri des souffrances de la plupart des Siciliens, Salvatore grandit heureux à l'ombre de l'affection de ses 2 sœurs et de son frère aîné. Son institutrice racontait que Salvatore avait été élu délégué de classe. Elle disait que son caractère était celui d'un enfant dominant. Mais en 1935, la famille de Salvatore souffre à son tour de la misère qui règne sur la classe paysanne. Son père, ne pouvant engager de la main-d'œuvre, oblige alors son fils à quitter l'école pour venir travailler au champ avec lui. Conscient de la chance qu'il a de savoir lire et écrire à 12 ans, Salvatore ne se révolte pas. Bien au contraire, se sachant privilégié, il veut aider ses camarades. C'était une période de crise, de misère. Les gens mouraient de faim. Alors lui, chaque semaine, il prenait le pain que sa mère faisait à la maison pour en donner aux voisins. Ma grand-mère lui achetait de nouvelles chaussures et il rentrait chez lui avec des vieilles, parce qu'il avait donné les neuves à ceux qui en avaient le plus besoin. Oh, ma terre natale, mère de notre peuple, renais ma patrie, tu seras indépendante. Nous sommes prêts à mourir pour que tu sois libre. Sicile, belle Sicile, ressurgis ma belle étoile, resplendis sur la terre. En avant le jaune et le rouge, par le fer et le feu, nous réussirons. Si par la fortune, nous n'y arrivons pas, de la Sicile nous sommes les fils et son indépendance nous voulons. Tu es l'étoile de notre vie. Salvatore Giuliano. En 1939, l'Italie voit son leader Benito Mussolini signer le pacte d'acier avec l'Allemagne. Un accord qui scelle une véritable alliance militaire entre les 2 pays. Quelques mois après, c'est la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne enchaîne ses victoires et pousse l'Italie à déclarer la guerre à la France le 10 juin 1940. Dans tout le pays, c'est la mobilisation. En Sicile, Salvatore, trop jeune pour partir au front, reste éloigné de la gravité de ce conflit. La guerre est perçue comme quelque chose de lointain, aussi bien d'un point de vue territorial que d'un point de vue mental.
Donc, le point de vue de Giuliano sur la guerre est celui de la quasi-indifférence. Mais le deuxième conflit mondial ne tarde pas à rattraper le jeune Sicilien. Dès 1941, les États-Unis rentrent en guerre et débarquent en Sicile en 1943. C'est l'opération Husky. La population affamée par les réquisitions des forces allemandes n'oppose que très peu de résistance à l'armée américaine. Les Allemands fuient devant les Américains qui arrivent en masse, avec Patton et Montgomery à leur tête. C'est un désastre pour les fascistes. C'est un désastre pour les nazis. Et les Alliés deviennent très vite maîtres de la Sicile. Très vite, les Alliés installent leur gouvernement, l'Amgot. Mais à cause des réquisitions de ces 3 dernières années de guerre, la Sicile est à genoux et son peuple a faim. À cause de la guerre, il y a un manque plus grand de denrées alimentaires. Il y a un manque plus grand de blé. Alors c'est l'époque où le marché noir commence. Le marché noir pour nous, c'est la contrebande de denrées alimentaires. Comme tous les paysans, la famille Giuliano souffre aussi de cet état de fait. Du coup, Salvatore se met aussi à faire du marché noir. Du blé, mais aussi de l'huile d'olive, que Salvatore Giuliano va régulièrement vendre pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour se défendre des voleurs qui écument la campagne, le jeune Sicilien ne se déplace jamais sans un pistolet. Une précaution qui lui est fatale le 2 septembre 1943, quand il se fait arrêter par 2 carabiniers. Le jeune contrebandier ne sait que faire. Obéir ou fuir. Giuliano essaye de s'échapper. Mais le carabinier Mancini ouvre le feu et blesse Giuliano au flanc. Giuliano sort son pistolet et tire pour se défendre. Il le touche au cœur, volontairement ou pas, et il s'échappe. Le 2 septembre 1943, Giuliano prend le maquis. Il est immédiatement recherché comme assassin. Il a tué un carabinier. C'est pour cela qu'on le considère comme un criminel. Mais face à un tribunal officiel, cela aurait été considéré comme de la légitime défense. Giuliano ne comprend pas cette injustice. Pour lui, le crime qu'il a commis est inhérent à sa terre. Car depuis qu'il est né, on lui a appris que la mort faisait partie de la vie. Pour un enfant en Sicile, à cette époque-là, la mort est quelque chose d'habituel. Ce n'est ni triste, ni beau. C'est simplement la réalité. La mort est partout. Mais dans la mort, il y a malgré tout ce sentiment de résistance qui est possible à travers les valeurs de la famille, à travers les traditions d'un pays. Les Siciliens sont faits comme ça. Et ça s'appelle l'omerta. L'omerta, la loi du silence. Salvatore n'ignore pas que jamais dans son village comme dans sa famille, on ne dira où il se cache. Mais le 25 décembre 1943, la police, sachant l'amour que porte le fugitif aux siens, arrête son père, son oncle et son cousin. Pour Giuliano, c'est une véritable déclaration de guerre. L'emprisonnement de la famille Giuliano représente un tournant dans l'âme de Salvatore. Il va vivre avec rage, avec frustration, comme une totale injustice, ces moments, et va vouloir se venger. Au mois de janvier 1944, il fait évader les siens avec d'autres bandits qui le suivent dans le maquis. C'est la création de sa nouvelle famille, au sens sicilien du terme. À cette époque-là, Giuliano devient un véritable chef de bande. Par ce choix, Giuliano sait désormais que la mort accompagnera sa vie. Mais il ne veut pas entraîner avec lui tout ce qu'il aime. Oublie-moi, ma tendre et capricieuse Marussia, puisque je ne peux plus t'offrir comme maison que des grottes ou des granges.
puisque je ne peux plus te défendre et te protéger qu'avec des armes. Sois heureuse sans moi, même si je ne le suis plus sans toi. Je te rends ta liberté, que j'aurais bien voulu te voler. Adieu, Marluccia douce. Oublie-moi. Salvatore Giuliano. Pendant les années 1944 et 1945, recherché par toutes les polices de l'île, Salvatore et sa bande se réfugient dans l'inconfort d'une grotte perdue au milieu des montagnes. Giuliano veut combattre cet État qu'il accuse d'être un criminel. Désormais, il a choisi, la mort de son ennemi fera partie de son quotidien. Giuliano n'est pas un hors-la-loi. Giuliano, c'est quelqu'un qui est contre la loi. La guerre qu'il commence contre l'État n'est pas une guerre politique, mais une guerre personnelle. Giuliano, loin d'attendre son arrestation, décide de mener des attaques contre les forces de l'ordre qui le recherchent. À cette époque-là, il parvenait à organiser des assauts contre les casernes des carabiniers. Il arrivait à les désarmer et à se ravitailler en munitions. Il faisait des embuscades d'où il sortait à chaque fois vainqueur. Il y a pas mal de carabiniers qui ont dû poser les armes. Organisé comme une véritable armée, Salvatore et sa bande multiplient même les cambriolages et les enlèvements contre rançon dans des familles aristocrates de Palerme. Il prend des sommes très conséquentes qu'il utilise pour lui, bien sûr, mais aussi pour alimenter les actions de sa bande, pour les nourrir, pour les armer et favoriser toute la logistique qui va avec. Et en plus, fidèle à son amour des paysans, il redistribue une partie importante de l'argent qu'il vole aux plus pauvres de la population. Au début de l'année 1944, si l'Europe est toujours en guerre, l'Italie est divisée en deux. Au nord, les fascistes avec Mussolini à leur tête, et au sud, une terre libérée, avec un roi de plus en plus contesté par son peuple. Face à cette situation, les États-Unis envisagent de rendre l'île à l'Italie. Mais les séparatistes siciliens écartés des négociations y voient là un refus à leur volonté d'indépendance. Ils décident alors de créer une armée qui s'appellera Levis. L'idée est d'organiser une armée qui sera opposée à l'autorité italienne et préparer la guerre de la Sicile contre l'Italie. Pour commander cette armée, le mouvement séparatiste désigne Salvatore Giuliano. Il le rencontre dans le plus grand secret au sein d'un hameau perdu dans la montagne. En échange de son accord, on lui promet, une fois la Sicile redevenue indépendante, l'amnistie pour tous ses actes. Salvatore, sans pour autant être un vrai militant, accepte la proposition. Giuliano n'a pas été frappé par une définition d'idéologie, mais par le programme du MIS. Vouloir résoudre les problèmes d'une population affamée et torturée. Peuple, 100 000 lire par mois qui veut s'enrôler dans ma bande et dans la nouvelle armée qu'on est en train de constituer, dans le seul but de lutter contre les ennemis de la liberté, qui ont comme seule force entre les mains la force du gouvernement italien. Je ne vous promets rien, je ne vous parle pas de château en Espagne. Seulement en cas de victoire, on vous reconnaîtra les vrais droits de l'homme, les droits sociaux et moraux. Très vite promu colonel, Salvatore se retrouve à la tête de plus de 100 hommes. Le jeune gradé peut alors multiplier ses actions contre l'État au nom d'une certaine légitimité que lui reconnaissent les séparatistes. Un attentat commis avec un habit de berger, une peau de mouton, est différent d'un attentat commis avec l'uniforme de Levis. Les armes et les morts sont les mêmes, mais les motivations rendent le crime différent, plus romantique. Mais le 2 juin 1946, à la suite d'un référendum, l'Italie choisit la voie de la République à l'encontre de la monarchie. Pour les séparatistes siciliens proches de l'aristocratie, c'est un coup dur.
Aussi, le nouveau gouvernement italien leur demande de déposer les armes. En échange de quoi, il leur donnera l'autonomie administrative et accordera l'amnistie pour tous leurs crimes politiques. Giuliano n'accepte pas ces compromis. Il mène une guerre qui ne peut avoir qu'une seule issue, la fin de l'État ou sa propre fin. C'est un passage symbolique très important pour lui. D'ailleurs, il déclare « Moi, je continue d'être séparatiste, pas un faux comme ceux qui ont passé un accord avec le gouvernement. » Désormais abandonné, mais encore entouré d'une cinquantaine d'hommes, Salvatore poursuit son combat pour l'indépendance. Il attaque des casernes, vole. Rien ne l'arrête, sauf l'amour qu'il porte aux gens de la terre. Giuliano n'avait aucun intérêt à frapper le monde paysan, parce qu'il savait qu'il avait leur soutien. Dans toutes ses actions, il a toujours revendiqué le fait qu'il faisait tout cela, non pas contre le peuple, mais pour et avec le peuple. Salvatore devient un mythe. Conscient de la légende qui est en train de s'écrire, le bandit multiplie des interviews secrètes avec une presse internationale qui ne peut résister à son charme. L'opinion publique est fascinée par l'idéologie et le charisme de cet homme. C'est une sorte d'Arsène Lupin, un homme charmant qui donne des interviews mais qui n'est jamais atteint par les forces du pouvoir. Le 21 avril 1947, à l'issue des élections régionales en Sicile, c'est la coalition des socialistes communistes qui l'emporte. Giuliano ne comprend pas le choix de ce parti qu'il considère inféodé à l'Union soviétique, représentant à ses yeux l'expression d'un nouveau fascisme. Mais le 1er mai, le peuple paysan, arborant des drapeaux de l'Union soviétique, se regroupe au pied des montagnes pour célébrer la fête du travail. Des coups de feu éclatent. Et ce jour, quand parmi les cris de joie et de bonheur, on entend les premiers coups de feu, on pense à des pétards, des feux d'artifice. Mais soudain, les premiers corps commencent à s'écrouler et les cris se transforment en cris de panique, en cris d'horreur. Parmi ceux que l'on désigne comme les agresseurs, il y a Giuliano et sa bande, et on l'accuse d'être à l'origine de ce massacre qui a fait plus d'une douzaine de victimes. Pourtant, Salvatore jure que lui et les siens n'ont fait que tirer en l'air, et affirme qu'on leur en avait donné l'ordre. Il y a 106 témoins qui déclarent très clairement qu'après que Giuliano ait compris qu'on était en train de tuer les gens, il avait hurlé en sicilien « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne devez pas tuer, vous devez tirer en l'air. » Mais les autres continuèrent à massacrer les gens. Le bandit refuse de donner les noms de ceux qui lui ont demandé d'agir. À l'insu de Giuliano, et certainement sous l'influence de la CIA, d'autres hommes ont fait couler le sang du peuple. Le but est d'intimider, de réduire l'action communiste. Faire en sorte que les communistes réagissent violemment à ce massacre. Ce qui permettait de justifier une réaction violente de l'État et ainsi de détruire totalement le communisme. Donc, nous pouvons affirmer en toute conscience que ce massacre a été un massacre politique et que Giuliano a été manipulé et accusé injustement pour protéger les émissaires de la sécurité de l'État qui avaient pris part à ce massacre. Peut-être parce qu'il croit que ce que l'on appelle un bandit recherché par la loi perd complètement le droit à la dignité morale. Peut-être parce que n'ayant pas la liberté de presse, spécialement quand on touche à vif la police ou quelques gros messieurs, et aussi parce que je ne peux pas disposer d'une culture littéraire, je ne pourrais pas me défendre des diverses calomnies et diverses accusations qu'on fait contre moi. À la surprise générale, les communistes victimes de ce massacre ne réagissent pas violemment et se contentent de manifester pour dénoncer la violence de ce drame. Afin de faire bonne figure face à la population, le pouvoir lance une grande vague de condamnation à l'encontre des hommes de Giuliano. Dans les personnes qui ont été condamnées pour la tuerie de Portella d'Elia Ginestra, il y avait mon père aussi. Et un jour, il m'a avoué, « Tu sais, je ne suis pas seul. On est tous innocents. On nous a massacrés.
Et on a dû reconnaître quelque chose qu'on n'a pas fait. Parce qu'il est impossible de penser que Giuliano, qui avait été si proche des paysans, ait pu leur tirer dessus, au risque de tuer ses proches. Des milliers de personnes se trouvaient là, y compris beaucoup de villageois de Montelepre, y compris la famille de Giuliano. En 1950, Salvatore Giuliano, protégé par la population, court toujours. La sécurité intérieure du pays décide alors de passer un accord secret avec lui. En échange de l'écriture de ses mémoires, où il reconnaîtra avoir commis le massacre de Portella della Ginestra, il sera exfiltré vers les États-Unis pour recommencer une nouvelle vie. Mais entre-temps, comme Giuliano n'est pas stupide, on pense qu'il a écrit un autre document, un mémoire, dans lequel il a raconté ce qu'il s'est réellement passé. Il a écrit les noms de ceux qui ont commandé ce massacre et qui étaient des vrais chefs politiques. C'est très grave et très dangereux pour le pouvoir. Pour les services secrets, l'avenir de Giuliano est parfaitement clair. C'est la personne qu'il faut absolument éliminer. Mais le 5 juillet 1950, grâce à la trahison de Picciotta, le meilleur ami de Giuliano, à qui l'on a promis l'impunité, la police organise l'exécution de Salvatore. Pour le pouvoir, ce meurtre doit passer aux yeux de l'opinion publique pour une simple arrestation qui a mal tourné. Alors que Giuliano dort, on lui tire dessus. Il est tué. Le corps, dans la nuit, est transporté dans une cour. Et les carabiniers tirent en rafale. À l'aube, on découvre sur le sol le cadavre de Giuliano, criblé de balles et mutilé par la police. Grâce à cette mise en scène, on parvient enfin à détruire le mythe du bandit insaisissable. Un véritable crime que l'État ne reconnaîtra jamais. Une mort violente qui aujourd'hui encore est un mystère. Jusqu'à sa disparition, le jeune Sicilien reste une énigme. Vivant ou mort, bandit au grand cœur ou terroriste, nul ne le sait. Seule demeure une légende, celle de Salvatore Giuliano l'insaisissable, que la Sicile d'aujourd'hui semble vouloir oublier. C'est une période très compliquée et très compromettante, qui doit rester fermée à jamais, qu'il ne faut surtout pas rappeler. Le fantôme de Giuliano fait encore trembler trop de gens aujourd'hui. On a bien compris que ces paysans avaient un idéal. Ils luttaient contre l'injustice. Ils s'en sentaient obligés, mais ils n'étaient pas méchants. Ils pensaient simplement pouvoir changer l'ordre du monde. Giuliano se rêvait être un homme libre, un bandit au grand cœur, un justicier. Face aux politiciens qui avaient pour arme la trahison, il n'a pas su se défendre. Salvatore, un homme seul, dont le combat était perdu d'avance. Le symbole d'une Sicile insoumise et tragique. Et ce que je vise en premier lieu, c'est de faire connaître mon état d'esprit épris de justice, que l'on a confondu avec l'esprit d'un sale assassin, le plus répugnant que l'esprit humain peut concevoir, alors que je n'ai jamais été autre chose que l'ennemi numéro 1 de l'injustice sociale et de la machination politique, fomentée avec habileté par ces hommes avides de pouvoir. Les âmes des espions ne vont pas au paradis. En 1989, à Genève, après des années de combat, une femme obtient enfin le certificat de bonne vie et de bonnes mœurs. C'est une prostituée, écrivain, peintre,
Donner sa vie comme elle a offert son corps à la cause des courtisanes. Libertaire dans l'âme, elle a proclamé tout haut ce que la société refuse d'entendre tout bas. Provocatrice, sa parole dérange encore. Elle s'appelait Grisélie d'Isréal. Elle a eu 1000 vies avec pour seul idéal être une femme libre. Grisélie d'Isréal naît en 1929 dans une Suisse qui sera bientôt ébranlée par le krach boursier de New York. L'industrie textile, le tourisme et les banques seront atteints. Griselidis voit le jour le 11 août à Lausanne dans une famille bourgeoise qui ne sera pas touchée par cette crise. Aussi, dès 1935, alors que le pays adopte la loi sur le secret bancaire, la petite fille suit ses parents en Égypte où son père est le directeur de l'école suisse. Les premières années de la vie de Griselidis, de ce qu'elle en dit elle-même, c'était des belles années en Égypte, avec des Noirs, avec des Arabes, avec des Égyptiens, et puis elle en garde plutôt un beau souvenir. Mais en 1938, le malheur vient frapper la petite fille. À Athènes, où il vient d'être nommé, son père meurt brutalement du staphylocoque doré. Elle a été profondément blessée d'une blessure qui n'a pas pu se cicatriser. Son destin a basculé. Tout son rapport à l'homme, au masculin, est entaché de ce décès. D'autant plus que revenue à Lausanne avec ses deux sœurs, Griselidis voit sa mère leur imposer une éducation très sévère, allant même jusqu'à surveiller leur sexe pour vérifier qu'elles ne s'amusent pas avec. Elle a été une mère intrusive, elle a été une mère qui, voulant bien faire, voulant que ses filles deviennent des modèles de femmes parfaites du milieu du XXe siècle, en fait, c'est de la maltraitance, c'est de l'abus sexuel. Tous les sexes nous sont dès l'enfance dissimulés et refusés, la sexualité entière. Et puis au hasard des découvertes, des lectures, des réponses de Tartuffe qu'il a fallu férocement arracher à la réticence des adultes, à l'hypocrite éducation sexuelle des écoles, émergent peu à peu quelques indices. Un tel poids de damnation nous écrase d'avance et nous paralyse, que toute joie sexuelle s'en trouve déjà empoisonnée. Grisélie d'Isréal. La petite fille devient alors une adolescente rebelle dans une Suisse qui échappe au deuxième conflit mondial après s'être déclarée neutre auprès des puissances belligérantes. Cerné par les forces de l'Axe, le pays est malgré tout contraint de mettre en place un système de rationnement. De son côté, et loin de toutes ces problématiques, Griselidis s'insurge contre les dogmes bourgeois qui veulent la contraindre. Pour autant, les peintres qu'elle rencontre dans la galerie tenue par sa mère la fascinent. Très vite, la jeune fille voit dans l'art un moyen pour se réaliser pleinement et fuir l'oppression familiale. Elle supportait déjà plus ce carcan judéo-chrétien, ces valeurs bourgeoises, cette morale conventionnelle, rigide, sclérosante, étouffante. Elle voulait être une femme libre. C'est après 4 années passées aux Beaux-Arts de Zurich que la jeune fille s'installe dès 1949 dans un quartier de Genève dédié aux artistes. Âgée de 20 ans, Griselidis est heureuse dans cette vie de bohème et peut enfin commencer à s'exprimer à travers la peinture. C'est un dessin qui est assez naïf, assez simple, mais on sent vraiment une expressivité, une force, notamment dans les couleurs, dans le choix aussi des dessins. Elle fait des choses des fois un peu christiques. On sent déjà le début de son propre style, en fait. Mais ces tableaux, loin des normes académiques, ne trouvent pas preneur. La jeune artiste doit alors multiplier les activités pour arriver à gagner de l'argent. Elle peint des foulards, elle pose comme modèle. Elle a énormément de peine à gagner de l'argent. Elle vit avec des artistes, elle fait des soirées arrosées. Elle s'éclate, quoi. Elle se libère de toute cette jeune fille rangée, suisse qu'elle a essayé d'être pendant des années. Si la jeune femme prend la vie à bras-le-corps, il en est de même avec l'amour. De 1952 à 1959, elle aura 4 enfants de 3 pères différents. Igor, qui lui est enlevé pour être élevé chez ses grands-parents, Léonore et Boris, dont Griselidis parvient à conserver la garde au prix de multiples combats avec le service de la tutelle, et enfin Aurélien, qu'elle préfère confier à une famille d'accueil en France de peur qu'on le lui retire. Toutes ces grossesses sont accidentelles. Mais Griselidis, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime l'être humain. Donc quand elle tombe enceinte, il n'est pas question d'avorter, elle garde les bébés. Il y a chez elle cette ambivalence de vouloir être une mère à tout prix et en même temps de reconnaître périodiquement qu'elle n'y arrive pas. Mais en avril 1959, Griselidis, alors âgée de 29 ans, est frappée par la tuberculose. On l'envoie au sanatorium de Montana. Isolée dans la montagne, loin de s'apitoyer sur sa maladie,
c'est contre l'institution qu'elle se révolte. Elle bouscule toutes les règles. Si elle a envie de sortir, rencontrer des mecs, elle ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire. Et c'est au cours d'une de ces sorties interdites que Griselidis croise un homme qui lui propose d'avoir avec elle des rapports sexuels en échange d'argent. Contre toute attente, la jeune femme accepte. C'est là sa première rencontre avec la prostitution. Elle a essayé un nouveau truc. C'est quelqu'un, voilà, elle bouscule les schémas, elle est déjà dans la révolte, elle est déjà dans la remise en question de toutes les valeurs et de toutes les conventions. Je me souviens de mon premier client. C'est comme le premier baiser ou le premier acte sexuel, on s'en souvient toute sa vie. Le problème, c'est que voilà, on dit qu'en se prostituant, on perd notre dignité. De la dignité sociale, Griselidis n'en a que faire. En 1960, elle revient à Genève où elle rencontre Bill. Comme beaucoup d'âmes cassées qu'elle croise, la jeune femme en tombe éperdument amoureuse. Noir américain, malade psychiquement, étudiant en médecine, le jeune homme doit partir en Allemagne pour y terminer ses études. En 1961, à l'insu des services de la tutelle et n'écoutant que son cœur, Griselidis décide de l'accompagner avec 2 de ses enfants, Léonore et Boris, alors âgés de 6 et 5 ans. La petite famille découvre un pays coupé en 2, où sa population se trouve divisée par la construction d'un mur décidé par la RDA sous influence soviétique. Par ce moyen, l'Allemagne démocratique veut réduire l'exode de sa population, attirée par l'économie capitaliste et la liberté individuelle de l'Allemagne fédérale. À Munich, ville de garnison des armées alliées, Griselidis et Bill s'installent. Mais très vite, cette famille recomposée manque d'argent. Aussi, Bill, dont la santé mentale se détériore, propose à sa compagne de se prostituer. Alors, pour que ses enfants ne souffrent pas de la faim, et par amour pour cet homme, elle accepte. Quand je lui posais la question, mais qu'est-ce que tu fais quand tu sors le soir? Elle me dit, je me fais belle, tu vois, et puis je rencontre des hommes et je leur raconte des contes. Nous avons vraiment besoin de cloisonner certaines choses. C'est-à-dire que pendant un certain moment dans la journée ou bien dans la semaine, nous ne sommes que maman. Alors que tout le reste du temps, nous sommes la femme de plusieurs hommes. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me retrouver justement face à des gens qui me, comme on dit vulgairement quand on veut insulter quelqu'un, qui me traitaient de fils de pute. Et je répondais toujours avec le sourire en disant oui, c'est vrai. Mais en Allemagne, où les maisons closes sont autorisées, Griselidis, elle, étant dans l'illégalité à cause de la présence de ses enfants, doit se prostituer dans la clandestinité. N'ignorant pas son statut, beaucoup de clients abusent d'elle, et la jeune femme souffre. Elle dit c'était l'horreur. J'ai vraiment souffert. Je me sentais sale, je me sentais abusé, maltraité, mais j'étais dans la merde, j'étais dans le désespoir. J'avais pas le choix. C'était une prostitution par désespoir. Il y a des moments pas marrants, il y a des clients pas marrants, et peut-être justement qu'elle en voulait terriblement à la société de ne pas proposer autre chose que ce métier-là pour gagner sa vie. C'était pas vraiment de la haine pour le client. Au fil des jours, la schizophrénie de Bill s'aggrave. Absent de plus en plus souvent, il ne revient que pour faire preuve de violence. Même pour faire l'amour, même si elle n'avait pas envie, parce qu'elle avait une infection. Donc ça finissait qu'il était violent. Et puis moi, c'est vrai que parfois j'étais aussi à le taper en disant « t'arrêtes de taper ma maman ». Sans pitié pour cette femme qui l'aime et ses 2 enfants, Bill les chasse de leur misérable logis. À la rue, Griselidis trouve refuge dans un camp de gitans. Éprise de liberté, elle se reconnaît dans ces gens du voyage et se revendique dès lors comme étant l'une des leurs. Elle l'a écrit. Elle a dit, moi j'ai choisi le camp des nomades, la liberté, la poussière sous les pieds, on s'envole, on va ailleurs, on s'arrête pas, on se fige pas, on veut pas posséder, on veut pas mettre une clôture. De ce jour, elle devient gitane. On a toujours eu à manger, vu qu'elle se prostituait, même quand elle était dans ce camp gitan, elle partait la nuit. Nous, on restait à dormir dans la roulotte, mais elle allait travailler. Bourreau des nuits de Nuremberg, vous m'avez sacré chatte sauvage et mère de mes petits. Je vous rends grâce, salaud. On a toujours eu à manger. Oubliez vos chambres capitonnées comme des cercueils, les contorsions de vos flasques pelures, la dureté des sièges auto, la gifle des vents glacés quand vous me jetez dehors à 4 heures du matin. Le jour est à nous. Griselidis réal. Si Griselidis trouve un certain équilibre dans cette vie tumultueuse, elle n'en ignore pas moins que cette situation n'est pas idéale pour Léonore et Boris qu'elle place dans un home catholique.
Désormais plus libre et toujours prostituée, elle étoffe sa clientèle dans les bars fréquentés par les militaires américains. Sa situation financière s'améliore, d'autant plus qu'un soldat, Rodwell, friand de marijuana comme beaucoup de GI, lui propose de gagner de l'argent en trafiquant pour eux. Une fois de plus, elle cède à ce nouvel amoureux et part s'approvisionner au Maroc. Si le premier voyage se passe bien, elle est dénoncée par son chauffeur alors qu'elle s'apprête à en effectuer un deuxième. Arrêtée en février 1963, elle est immédiatement emprisonnée. Habituée pourtant à surmonter les épreuves de la vie, le manque de liberté est pour Griselidis un enfer dont elle ne peut s'échapper que par l'écriture et le dessin. C'est en prison qu'elle va vraiment développer la technique du stylo à billes. Elle a vraiment une cosmogonie personnelle, un univers, un vocabulaire qui lui est propre, très empreint avec la nature. Il y a vraiment une idée de liberté qui est au centre de sa production. Elle dit souvent est-ce que je dois peindre pour les bourgeois qui seraient intéressés à vendre ou est-ce que je dois cracher ces démons qui sont en moi? Et puis elle se met à écrire son journal de prison, dit-elle elle-même, pour ne pas devenir folle. Parce que elle a plus de miroir, elle a plus de regard dans lequel elle peut se voir refléter. Un regard, une liberté qu'elle retrouve en septembre 1963 pour aller rejoindre ses enfants en Suisse rapatriés par le service de la tutelle et reprendre sa vie de bohème. On a énormément déménagé, c'est rare qu'elle reste plus d'une année au même endroit. On a habité un petit peu partout dans Genève. On peut dire que c'était assez bohème. Elle nous a toujours dit il faut faire ce qu'on veut. Il faut aimer, oser, il faut... et croire en la beauté du monde. À 35 ans, Griselidis aspire désormais à ne plus vivre dans la clandestinité. Aussi décide-t-elle de recommencer les démarches pour régulariser son statut de prostituée dans une Suisse qui a interdit les maisons closes, mais qui considère la prostitution individuelle comme une véritable activité commerciale. Malgré tout, la courtisane doit sans arrêt aller se justifier auprès des services sociaux pour conserver la garde de Léonore et Boris. Je devrais me taper une ou plusieurs séances avec l'assistante sociale du juge d'enfants. Même si ce sont des gens importants et intelligents, j'en ai marre. Marre de ces éternelles séances dans des petits bureaux. Et de trembler, et de mentir quand il faut. Ça fait des années que c'est toujours la même musique, et toujours ça recommence. Et des interrogatoires, et des enquêtes, et on est toujours là, misérablement, sur une chaise pendant des heures. Comme une coupable, suspecte, indigne, victime, incapable. À cette époque, Griselidis subit encore la prostitution. Mais c'est pour elle le seul moyen d'avoir une certaine aisance financière, tout en restant libre et indépendante. Aussi, en 1969, ayant réussi à mettre de l'argent de côté, Griselidis éprouve le besoin de se retrouver à travers l'écriture et décide d'arrêter de vendre son corps pour rédiger son premier livre. La plupart du temps, elle écrivait la nuit. Je me souviens très bien quand elle était à sa table. Elle avait une espèce de couverture en panthère. Chaque mot était très pensé. Il fallait pas qu'il y ait le même mot, même 5 pages plus loin. Dans cet ouvrage, Griselidis, au-delà de simplement raconter son histoire avec ses malheurs, y dévoile toute son âme, sa vérité, son amour des autres, ses révoltes. Plus que de dire, elle se donne. Ce qui me touche, c'est tout simplement le fait qu'on a l'habitude d'avoir un regard sur la prostitution. Et puis là, tout d'un coup, c'est le regard de la prostituée sur la sexualité masculine. C'est un des éléments les plus subversifs et révolutionnaires du regard de Griselidis qui dit arrêtez de nous prendre seulement pour des victimes. S'il y a misère sexuelle, c'est des deux côtés qu'elle se passe. La femme écrivain mettra plus de 3 ans pour mettre au monde ce livre vérité. Et il lui en faudra encore 3 de plus pour que soit publié en 1974 Le noir est une couleur. Un titre pour lequel Griselidis a dû convaincre. Ça s'appelait « Qu'on me jette la première pierre ». J'ai dit, puis alors encore quoi, des bombes peut-être? Facile, c'est le titre masochiste par excellence. Avec tout ce qu'on a déjà souffert dans la vie, encore 100 ans de dire ça comme titre. Elle disait, mais on veut me ravaler, on veut m'assimiler à une espèce d'écrivaine de choses un peu légères qu'on va mettre sur les quais de la gare. Elle pensait quand il serait publié, qu'elle serait connue, puis qu'elle aurait de l'argent. Mais ça s'est pas passé non plus comme ça. Donc ça a fait une espèce de flop. Ça n'a vraiment pas été quelque chose de facile et d'agréable pour elle. Et puis elle a obtenu une reconnaissance précieuse de ses pairs, les écrivains, les artistes qui ont salué l'arrivée d'un vrai écrivain, d'un vrai artiste. Avec ce livre, fidèle à sa volonté d'aller au bout des choses, d'oser les mots, Griselidis s'est libérée. Véritable exutoire à son éducation bourgeoise,
elle ne culpabilise plus d'avoir été prostituée. Bien au contraire. Désormais, elle s'affiche comme un étendard aux couleurs de la liberté. Elle veut défendre ces femmes que la société condamne et revendique la prostitution comme une profession de foi. Une des phrases cultes de Brésilidis, c'est « la prostitution est un acte révolutionnaire ». Parce que c'est pour la société, c'est très très rassurant, des gens qui ont une femme, des enfants, une maison à crédit. Ces gens-là, ils ont des choses à perdre. On sait les dominer. Nous pas. Nous, on dit, nous, on fait ce qu'on veut. Vous dites que c'est pas bien de vendre son corps. On dit, mais non, non, non. Nous, on trouve du bonheur là-dedans. Et on ne suit pas vos règles. Et je crois que pour être une bonne pute, il faut être totalement révolutionnaire. Au mois de juin 1975, en France, pays régi depuis 1946 par la loi Marthe-Richard ayant aboli les maisons closes, les prostituées désireuses d'être enfin reconnues se révoltent et occupent les églises. Dans les années 70, 90% des femmes sont sous l'emprise d'un souteneur. Et puis, il y a ce type de filles qui, effectivement, décident de rentrer dans la prostitution parce qu'elles le veulent. Et c'était pour elles, symboliquement, le fait de dire « Je ne suis pas le diable, je suis comme les autres, et je viens vous dire aujourd'hui que je veux avoir les mêmes droits que les autres. » Alertée, Griselidis rejoint le mouvement à Paris et devient avec Ulla, prostituée ayant décidé d'apparaître au grand jour, une des leaders de cette lutte. Alors, il avait besoin d'un personnage qui disait « Stop, nous, on est indépendants, on n'est pas des victimes, on ne va pas subir ça et on se rebelle. » Elle décrit ça comme un événement incroyable, d'une force. Et puis surtout, ce qui la frappe, c'est ces femmes qui n'avaient pas la parole, tout à coup, elles existent, elles parlent, on doit les écouter, on doit les voir, on doit les reconnaître, on doit les entendre. Les temps ont changé, nous nous sommes révoltés. Il a fallu à la face du monde que des milliers de femmes sortent de la nuit et parlent, écrivent, se rassemblent, sous des masques parfois, mais aussi à visage découvert, écrient leur vérité, leur vie. On les a écoutées, muselées, contestées. On a voulu les faire taire, mais leur voix était la plus forte. Il a fallu qu'on les voie, qu'on sache qu'elles existent, qu'elles ne soient plus écrasées comme des cafards dans l'ombre. Malgré la volonté légitime de ces femmes à vouloir faire entendre leur voix, le gouvernement français, alors présidé par Valéry Giscard d'Estaing, fait évacuer les églises à l'encontre de la loi et stoppe le mouvement. Le ministre de l'Intérieur en tête a décidé qu'il fallait virer ces femmes et leur dire « on ne veut pas vous voir ». Et surtout, vous ne représentez rien dans la société, même si par derrière, de temps en temps, il est possible qu'on vienne vous voir et qu'on vienne payer vos services. De retour en Suisse, Griselidis veut continuer son combat. Mais ayant arrêté elle-même d'être une courtisane, elle s'estime illégitime dans cette cause et décide alors de recommencer à vendre son corps. Non seulement elle se sent tenue de repratiquer, mais en plus, elle écrit cette lettre absolument formidable à la police des mœurs de Genève. « Messieurs, veuillez avoir l'obligeance de me réinscrire dans les prostituées officielles. » Donc, on voit que c'est complètement assumé, réfléchi, lucide. Griselidis, toujours révoltée par l'hypocrisie des bien-pensants, consacre désormais tout son temps à son idéal. Pour ce faire, elle crée son propre centre de documentation sur la prostitution. Son centre de documentation, il était chez elle. Les clients qui allaient la voir, ils passaient par son centre de documentation avant d'aller dans son boudoir. C'était sa manière à elle d'évangéliser, entre guillemets, les michetons et les clients sur ce qu'était la prostitution réellement. Griselidis, consciente qu'informer ne suffit pas, crée dès 1982 l'association Aspasie, du même nom que la courtisane de l'Antiquité. Grâce à cet outil, elle veut aider les prostituées, mais aussi changer leur statut auprès du gouvernement helvète. Griselidis a eu envie d'insuffler une association parce qu'on avait un cheval de bataille qui était l'interdiction pour les femmes prostituées d'obtenir un certificat de bonne vie et mœurs. Le fait que ces femmes ne puissent pas obtenir ce certificat faisait qu'au cas où elles avaient envie d'arrêter la prostitution, eh bien, certains métiers, certains domaines leur étaient interdits, comme tout ce qui touchait le médical, le paramédical, le commerce. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'on reconnaît un statut réel aux prostituées, ça permettra de combattre encore plus efficacement les réseaux de prostitution. Sûre d'elle, et pour mieux faire connaître la prostitution, la courtisane intervient même à l'université de Genève.
Elle a fait quelques interventions à l'université sur amour, sexualité et prostitution, et puis une autre aussi sur maternité et prostitution. Elle nous en parlait comme d'une fierté et comme une forme de reconnaissance de tout son combat aussi. Loin de s'arrêter là, elle n'hésite pas à franchir les océans pour défendre la place des prostituées à travers le monde. On peut dire que Griselidis, elle devient l'égérie, la passionnariat, la vitrine des prostituées francophones, et même on l'invite à New York, à Amsterdam, dans des congrès internationaux, parce qu'elle parle allemand, anglais, couramment et bien, et français. Aussi, à bientôt 60 ans, toujours provocatrice et toujours iconoclaste, Griselidis déclare à qui veut l'entendre que la prostitution est un art, un humanisme et une science. C'est l'art du savoir-faire, du savoir donner surtout, puisqu'il faut donner beaucoup de plaisir. Et plus on donnera, plus on recevra. C'est sur ce point que c'est un art. La prostitution est un art, un humanisme et une science. Le corps humain habité de son âme est un instrument de musique, et la sexualité est son archet. Avec délicatesse et violence, il vibre. Il atteint des sommets de volupté et d'extase. La seule prostitution authentique est celle des grandes artistes, techniciennes et perfectionnistes, qui pratiquent cet artisanat particulier avec intelligence, respect, imagination, cœur, expérience, et volontairement par une sorte de vocation innée. En 1989, grâce à sa ténacité et son franc-parler, la prostituée parvient enfin à faire changer l'institution. Griselidis a débarqué à Aspasie, toute fière, nous montrant le papier avec Griselidis Marcel Réal est une personne digne et de bonne réputation. Et ça, c'était extraordinaire par rapport à... C'est comme si elle avait fait la nique, en fait, à la société par ce certificat de bonne vie et mœurs. Loin de s'arrêter à cette victoire, Griselidis continue à défendre l'indépendance des prostituées et s'oppose régulièrement aux travailleurs sociaux et aux féministes qui veulent parler en leur nom. Elles sont pires que le pire des clients, parce qu'elles nous prennent la parole, elles nous infantilisent. Elles arrivent à comprendre certaines choses, mais elles ne se placent jamais dans la chambre avec un client. Ce n'est pas elles qui fournissent l'acte. Une parole que Griselidis couche sur le papier. Pendant toutes ces années, grâce à une correspondance avec l'essayiste Jean-Luc Hennig, la prostituée écrira pas moins de 7 livres. On lui a donné la possibilité d'être reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une pute à scandale, ou non pas une pure militante de la cause des travailleuses du sexe, mais d'être cette artiste protéiforme, femme d'exception. Désormais auteur, La Belle de Nuit est même jouée au Théâtre de Poche à Genève en 2003, et la pièce est un véritable succès. Et en même temps, ça la faisait chier. Parce qu'elle se disait, il y a une forme de tromperie là qui ne me va pas du tout. Il faudrait que ces actrices-là, avant de prétendre m'interpréter sur une scène, il faudrait d'abord qu'elles aillent se prostituer pendant quelques mois, puis après on discute. Sans argent, pour avoir mis tous ses moyens dans son idéal, Griselidis s'éteint le 31 mai 2005 à l'âge de 75 ans. Comme une ultime provocation, et conformément à ses dernières volontés, Griselidis est enterré à Genève dans le cimetière des Rois, nécropole des grands personnages suisses. Mais aujourd'hui, entre Calvin et Borges, la femme dérange encore ceux qui, même après sa mort, voudraient qu'elle soit oubliée. Elle a œuvré pour faire entendre la parole des femmes prostituées, travailleuses du sexe. Elle a œuvré pour que ces femmes soient des citoyennes à part entière. On a quand même intérêt à ce que ça reste quand même dans l'ombre et que ça reste quelque part un peu clandestin. Elle pourra jamais faire l'adhésion, l'unanimité des gens un peu bégueules, des moralistes de gauche ou de droite, des néo-réactionnaires qui sont tellement à la mode aujourd'hui. Elle sera jamais consensuelle de ce point de vue-là. Ça demeurera un poil à gratter. Écrivain, peintre, prostituée, Griselidis est une révolutionnaire. Elle est celle qui a osé parler au nom de l'amour, du plaisir, des femmes, de la liberté. Elle était une courtisane libertaire. Je suis putain. Et je vous glisse entre les mains comme un fruit de glace brûlante. Oui, nous sommes des putes, et nos corps sont vos instruments. Le sexe est un organe magique, en communion avec la terre, et tourné à la fois vers la vie et la mort. Dans votre civilisation de refoulés et d'aliénés, on en a fait une maladie, un poison, un mal, une obsession.
Le 11 juillet 1949, au-dessus du plan d'eau des Mureaux, s'approche un bimoteur amphibie. Sur les bords de Seine, quelques experts attendent l'amérissage de cet avion. À son bord se trouve une passagère d'exception. Elle a 32 ans et on la qualifie d'être une des plus jolies femmes de Paris. Diplômée des Beaux-Arts, elle est la seule aviatrice à pratiquer la voltige aérienne. Mais au moment de toucher la surface de l'eau, c'est l'accident. Le visage de la voltigeuse est littéralement broyé. Ce drame va bouleverser son existence. Elle s'appelle Jacqueline Auriol. Et désormais, elle ne rêve que d'une chose, vivre et voler. En 1917, Jacqueline Doué naît dans une France plongée depuis 3 ans dans les horreurs du premier conflit mondial. Des centaines de milliers d'hommes ont trouvé la mort dans de violents combats d'une guerre qui s'éternise et dont l'issue paraît encore incertaine. La France est fatiguée. Elle a déjà eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de veuves et donc il y a beaucoup d'orphelins. Naître dans cette période, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Néanmoins, le 5 novembre 1917, quand Jacqueline voit le jour dans la petite bourgade de Chaland, sa famille bourgeoise reste épargnée par les restrictions de la guerre. Son père, importateur de bois, et qui n'a pas été mobilisé, a vu son chiffre d'affaires augmenter grâce à ce conflit très demandeur en matières premières. C'est un fervent catholique, et il est profondément ancré dans des valeurs conservatrices. Elle a un père qui est très proche d'Action française. Donc on ne rejette pas la République, on fait avec, mais on garde de toute façon dans les gènes, les Vendéens, les vrais Vendéens, gardent dans les gènes ce qui est arrivé. La Vendée, on s'en souvient, c'est une des rares parties de la France qui a véritablement résisté au changement de la Révolution française. Elle est toujours un pays dominé par l'Église. C'est une région qui est réactionnaire. Naître en Vendée, c'est quand même naître dans une des régions de France qui est la plus en réserve par rapport à la République. 1 an après sa naissance, Jacqueline vit désormais dans un pays en paix. Elle passe alors une enfance heureuse dans une France en pleine reconstruction. Mais l'éducation bourgeoise et traditionnelle qu'elle reçoit ne la satisfait pas. Pleine d'énergie, son besoin de liberté la pousse à vivre d'une manière que sa famille qualifie être celle d'un garçon manqué. C'est-à-dire qu'elle avait bien sûr un caractère très marqué qui s'est manifesté à l'époque dans des jeux de garçons, parce que je pense que c'était le seul biais possible de s'exprimer. En 1925, ses parents, soucieux que leur fille soit une parfaite catholique, la placent à la pension du couvent des Ursulines à Nantes. Jacqueline y est très malheureuse. Aussi, après 2 ans, elle obtient d'aller vivre chez sa tante, tout en continuant ses études. Mais elle est très vite rattrapée par les malheurs de la vie, lorsqu'en 1931, son père décède brutalement. À cet instant précis où je voyais la mort pour la première fois, et je la voyais sur le visage de mon père, il se produisit en moi un apaisement extraordinaire, une sorte de délivrance. Je me sentais en présence d'un ami, en pleine sécurité. Ce jour-là, je suis sortie de l'enfance. Jamais plus je n'ai eu besoin qu'on me poussât à vaincre ma peur. Jacqueline Auriol. En 1933, 2 ans plus tard, sa mère se remarie avec Bernard Roy, conservateur de musée. Dès lors, grâce à son beau-père, Jacqueline, âgée de 16 ans, peut enfin afficher sa passion pour l'art et s'inscrire à l'école du Louvre de Paris. Loin de sa province, elle espère y réussir sa vie. Paris commençait à être une ville à la taille de ses ambitions, en tous les cas qui lui a apporté, oui, beaucoup de choses, avec la fréquentation de l'école du Louvre, ce brassage culturel, les rencontres qu'elle a pu y faire. En 1936, une majorité de Français réclame un véritable changement de société et élit au pouvoir un gouvernement de gauche, le Front populaire. Pour beaucoup, c'est la promesse d'un avenir meilleur. L'élection d'un gouvernement de Front populaire est la réalisation d'un très très grand espoir pour des millions de Français. On attend de ce gouvernement qu'il change la vie. Et d'ailleurs, en grande partie, avec un certain nombre de lois, comme la loi sur le temps de travail, sur les congés payés, un certain nombre de réformes, comme celle de l'augmentation du salaire minimum. Ce nouveau gouvernement, présidé par Léon Blum,
a pour ministre des Finances un fervent député socialiste, Vincent Auriol. Il a inculqué à sa famille des valeurs républicaines, laïques et anticléricales. Malgré tout, à l'occasion de vacances au ski, son fils Paul rencontre Jacqueline et en tombe amoureux. Mais les convictions politiques de leurs deux familles sont tellement éloignées que leur relation paraît inenvisageable. Passant outre, les deux amoureux font part à leurs parents de leur désir de se marier. Des deux côtés, il s'agit d'une mésalliance. Pour une fille de bourgeois vendéen, épouser le fils d'un socialiste fut-il ministre des Finances, c'est quasiment quelque chose d'impensable. Mais pour un socialiste, que son fils épouse une fille de bourgeois catholique, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très pensable. Mais Paul, étudiant à Sciences Po, et Jacqueline ne veulent renoncer à vivre leur amour. Aussi, après 2 ans de lutte avec leur famille, Jacqueline, négligeant toutes les conventions, tombe enceinte. Pliant devant ce coup du sort, leurs parents respectifs les autorisent à se marier le 26 février 1938. C'est un mariage qui au départ est forcé, mais qui sera accepté. Les deux familles ne se fréquenteront jamais vraiment, mais il y aura de bonnes relations, de convenance en fait entre elles. Moi, je me souviens de mon arrière-grand-mère, Michel Auriol, donc l'épouse du président, qui a refusé de rentrer dans l'église quand mes parents se sont mariés à l'église. Vivant désormais avec Paul, Jacqueline, libre et indépendante, n'est pas une jeune femme à juger les gens sur leur étiquette. Elle trouve dans sa belle famille un espace d'ouverture sur le monde dont elle a tant besoin, tout particulièrement auprès de Vincent Auriol, avec qui elle aime se retrouver. Vincent Auriol, elle l'appelle papa, ce qui veut tout dire. Elle aime cet homme, il est extrêmement agréable avec elle. C'est un homme brillant et elle adorait discuter avec son beau-père. Mais ce bonheur n'est que de courte durée, car la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et le 10 juillet 1940, lorsque le maréchal Pétain, qui a négocié avec les Allemands un armistice, reçoit les pleins pouvoirs des parlementaires, Vincent Auriol s'y oppose. Vincent Auriol fait partie de ces 80 parlementaires qui ne votent pas les pleins pouvoirs à Pétain. Il est assigné à résidence, mais il ne va pas l'accepter. Il va donc entrer en clandestinité et très rapidement, il va rejoindre le général de Gaulle à Londres. Resté en France à Muret, ses proches deviennent la famille d'un des premiers ennemis de Vichy. Activement recherchés par le régime, ils doivent rentrer dans la clandestinité. Jacqueline, désormais mère d'un 2e enfant, vit alors pendant 4 ans dans la peur permanente d'être arrêtée et se fait appeler Madame Moon. Jacqueline Auriol devient Madame Moon à cette époque, et avec ses 2 garçons, elle va aller en clandestinité d'un endroit à un autre parce que la Gestapo les recherche. Elle va passer sa vie à se sauver jusqu'à ce jour de 1944 où elle apprend que papa est parvenu en Afrique du Nord et qu'il fait partie du gouvernement donc provisoire. À la Libération, Vincent Auriol fait un retour triomphal en France et est élu le 16 janvier 1947 président de la République. Homme de conviction, et même si son pouvoir est limité sous cette 4e République, il veut reconstruire le pays. Il s'installe à l'Élysée avec toute sa famille, dont Paul et Jacqueline. Le président Auriol, lorsqu'il s'installe à l'Élysée, trouve un palais qui n'a pas été occupé par les armées allemandes, mais un palais qui a été remis dans l'état dans lequel il se trouvait avant la guerre, c'est-à-dire un état essentiellement 3e République. Vincent Auriol veut que la France resplendisse à nouveau à travers le monde. Et il trouve en sa belle-fille, diplômée des Beaux-Arts, la personne idéale pour aider sa femme à moderniser l'Élysée. Se donnant pleinement à sa tâche, Jacqueline Auriol exprime alors dans ce travail tout son amour pour l'art. Les décors sont conçus comme une vitrine de ce que faisait de mieux le monde de l'ébénisterie et de la décoration française à cette époque-là. Ce sont vraiment tous les plus grands noms qui sont réunis, donc c'est quelque chose de tout à fait novateur. Mais loin de se contenter des aménagements intérieurs, Jacqueline transforme la configuration extérieure du palais de l'Élysée pour lui donner l'apparence que l'on connaît aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'avais depuis très longtemps une idée à propos de cette dernière partie de mes attributions. Je devais avoir 17 ans quand, flânant un jour dans le faubourg Saint-Honoré avec ma mère, je m'étais arrêtée devant l'entrée de l'Élysée. Regarde un peu cette horreur. Et je me suis entendu dire, si j'étais le président, je ferais sauter cette horreur à la dynamite. Jacqueline Auriol. En 1948, Jacqueline Auriol s'occupe de la décoration du palais présidentiel et participe à toutes les réceptions qui sont données en l'honneur d'invités de marque.
Reconnue comme une des plus belles femmes de Paris, ce rôle ne lui plaît guère et elle commence à s'ennuyer dans cet univers où elle ne peut étancher sa soif de liberté. Pourtant, c'est au cours d'un de ces dîners qu'elle rencontre Pierre Pouillade, un aviateur héros de la Deuxième Guerre mondiale qui la convainc de passer son brevet de pilote d'avion. Et les premiers vols qu'elle fait, bon, c'est des petits vols, vous savez, on vole en circuit, autour du terrain, etc. Donc, bon, c'est pour ça qu'elle a cette réaction. Ouais, c'est pas mal. Mais à mesure qu'elle va s'accoutumer à l'aviation, à l'avion surtout, à son nouvel état, elle va y découvrir du plaisir. C'est une très belle femme qui a énormément d'allure, qui est la belle-fille du président de la République, qui est intelligente, qui est artiste. Et pourtant, elle a besoin de l'aviation. Elle a besoin de l'aviation parce que c'est sa part à elle d'espace de liberté, de dépassement d'elle-même. Âgée de 31 ans, Jacqueline ne pense alors plus qu'à maîtriser les airs et veut se former à la voltige aérienne. On sait que la voltige a été initiée à l'insu de son plein gré par Pégou en 1913, quand il a fait ce fameux looping, et que la guerre de 14 a complètement développé le genre par le biais des combats aériens, et que par la suite, les pilotes militaires sont devenus des pilotes d'exhibition pour le public lors des meetings. C'est l'expression ultime du pilotage, le raffinement, la précision, savoir l'utiliser dans toutes les dimensions. On entre dans la vraie troisième dimension avec la voltige aérienne. La femme pilote choisit alors comme instructeur Raymond Guillaume de l'escadrille d'Étampes, ancêtre de l'actuelle patrouille de France. L'adjudant-chef ne voit pas d'un très bon œil pourquoi cette aviatrice voudrait apprendre une discipline jusque-là réservée aux hommes. Il décide de l'amener en l'air pour lui infliger toutes sortes d'acrobaties et la dégoûter à tout jamais de la voltige aérienne. Il ne s'embarrassait pas de ce que pouvait à l'époque incarner ma grand-mère, c'est-à-dire la belle-fille du président, une belle femme, une femme du monde. Donc il a été sans détour avec elle quand il est parti en vol pour voir ce qu'elle valait. Et à chaque fois, il dit « Alors, ça va ?»« Ah oui, c'est bien, on recommence. » Il ne revient pas, le Guillaume. « Vous aimez ça ?»« Ah oui. » Et elle recommence, et vas-y, retournement, tonneau et tout. Oh, non seulement elle aime ça, mais elle leur demande. Et quand il se pose, il est quand même assez interloqué. Il se dit « Mais cette fille, elle est incroyable. » Incroyable, Jacqueline l'est, à tel point qu'elle veut devenir une grande voltigeuse, sans se préoccuper un seul instant de ce que cette discipline inflige au corps humain. En l'occurrence, lorsque vous faites un looping, et votre corps pèse jusqu'à 4 ou 5 fois son poids normal. Vous sentez que vous pesez plus lourd dans votre siège et la colonne de sang qui a tendance à quitter la partie supérieure du corps pour aller vers les jambes. Donc il faut se contracter au niveau de l'abdomen, sinon vous risquez de perdre la vision des choses. Loin de s'arrêter à ses souffrances physiques, la jeune pilote voit dans l'aviation un espace où elle peut exprimer toute sa personnalité et vivre de grands moments de bonheur seule aux commandes de son avion. Ces petits moments-là de bien-être où on voit que on va quitter la Terre, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, une espèce de sensation de liberté. Et ce bien-être de vol, peut-être c'est intrinsèque et viscéral qui fait qu'effectivement on accède au domaine des oiseaux. C'est déjà quelque chose de particulièrement addictif. En 1949, Jacqueline Auriol est la seule femme pilote à pratiquer la voltige. Forte de son statut, l'aviatrice est de plus en plus sollicitée comme invitée par l'industrie aéronautique. C'est dans ce cadre qu'elle participe aux côtés de Raymond Guillaume au baptême d'un avion amphibie le 11 juillet 1949. Si le vol se passe bien, à l'arrivée au Mureau lors de l'amérissage, tout bascule. Quand l'avion arrive pour amérir près du Mureau, on se rend compte qu'il est trop bas. Puis tout d'un coup, il va y avoir 2 chocs pour elle. Le premier choc, c'est quand l'avion heurte l'eau. Et le second, c'est quand son visage, à elle, s'écrase contre le tableau de bord. L'avion, aussitôt après le choc, se met à couler. Raymond Guillaume, qui lui est encore conscient, bien qu'ayant toutes les côtes cassées, va l'extraire de l'eau. Elle a le visage enfoncé totalement. Elle a les orbites cassées, ce qui fait que les yeux sont tombés à l'intérieur. Elle est défigurée. Et la plus belle femme de Paris est devenue, je dirais, une sorte de monstre. L'aviatrice est profondément blessée, défigurée. Profitant de ses relations, elle peut partir aux États-Unis pour y recevoir une chirurgie réparatrice. Volontaire au-delà de la souffrance, elle retournera plus de 20 fois sur la table d'opération.
Un combat que livre Jacqueline Auriol pendant plus de 24 mois, sans vouloir se montrer à ses enfants, avant de retrouver enfin une apparence normale. Elle sourit, elle a un regard qui peut pétiller, mais elle a le visage qui a changé. Ce qui va ajouter en quelque sorte à une froideur qui n'est pas, c'est cette apparence plus figée du visage. Malgré cette épreuve, la cavalière du ciel n'oublie pas ses rêves aériens et son besoin vital de voler. Je réalisais que j'étais défigurée. J'avais compris que la plus jolie femme de Paris, comme l'écrivaient bêtement les journaux, était devenue une gueule cassée. Il est si simple de vivre lorsqu'on est jolie. Pas seulement parce qu'on est jolie, mais parce qu'on a confiance en soi. Et tout de suite, une pensée allait m'envahir avec une claire évidence. Cette chose précise et merveilleuse qu'est l'aviation vient de me faire très mal. Va me faire très mal encore. C'est d'elle, et d'elle seule, que doit venir la réparation. Le fait qu'elle ait eu ce grave accident n'a fait que lui donner une volonté supplémentaire pour aller encore plus loin après. Et se rendre compte qu'effectivement la vie est précieuse et pas pour autant la préserver, mais pour en profiter. Dans les années 1950, l'économie française retrouve son essor, entraînant avec elle l'industrie aéronautique. Il faut absolument développer cette industrie aéronautique parce qu'on sait que la France est le berceau de l'aviation. On sait qu'on a des prototypes, on a des projets qui ont été interrompus avant-guerre. La volonté des ingénieurs est alors d'accroître la vitesse en vol en perfectionnant les réacteurs. Le réacteur va apporter, je dirais presque pratiquement avec l'ère des jets, va changer la vie du globe. La Terre est plus petite. Ayant repris confiance en elle, Jacqueline Auriol recommence à piloter. Mais loin de se contenter de cette victoire, elle veut voler maintenant sur des avions à réaction et suit à nouveau un entraînement intensif. Je pense qu'une des qualités premières, c'est d'être capable d'assimiler les choses rapidement, de réagir et de s'adapter à ce qui va venir en prenant après des décisions. Même si c'est pas la bonne décision, si on ne la prend pas, après c'est trop tard. Donc il y a cette adaptabilité et cette réactivité qu'il faut avoir. Forte de son apprentissage, c'est le 12 mars 1951 que l'aviatrice décolle de la base d'Istres à bord d'un Vampire. Elle atteint la vitesse de 818 km/h et bat ainsi le record du monde, détenu jusqu'alors par une Américaine, Jacqueline Cochrane. Et l'Américaine est tellement stupéfaite et admirative qu'elle décide de faire en sorte qu'elle reçoive le Harmon Trophy, qui est la plus haute distinction mondiale accordée à un aviateur pour un exploit. Et c'est le président Truman qui le remettra en personne à Jacqueline Auriol en 1952. Pendant plus de 10 ans, les deux aviatrices vont se livrer une compétition acharnée. Et c'est le 15 août 1953 que Jacqueline Auriol, à bord d'un Mystère II, devient la première femme au monde à franchir le mur du son en volant à plus de 1100 km/h. À l'époque, passé le mur du son, il y a des phénomènes qui étaient inconnus. Les ondes de choc qui font qu'il y a une inversion des commandes ont fait qu'en voulant cabrer, ils étaient en fait en train de faire descendre l'avion et il y a eu beaucoup de crash. Jacqueline veut aller encore plus loin et décide de se présenter au centre d'essai en vol de Bretigny pour devenir pilote d'essai, un métier que l'on considérait jusqu'alors interdit à la sensibilité féminine. Le pilote d'essai, il n'a pas le droit véritable à être ému, même dans les circonstances un peu extrêmes. Il n'a pas à être ému. Il a à juger de la façon la plus honnête la qualité de l'avion et sa réponse. Rien n'arrête l'aviatrice. Et dès novembre 1954, elle réussit à intégrer le centre de Bretigny et devient la première femme pilote d'essai en Europe. Dès lors, comme les hommes, elle effectue les premiers tests en vol sur des avions que personne n'a encore jamais pilotés. Et les risques sont immenses. On a perdu de très grands pilotes d'essai. La mort fait quand même partie, hélas, de la vie des pilotes d'essai. Ils sont vraiment les plus forts, les plus extraordinaires, les plus courageux. La notoriété de Jacqueline n'est plus à faire. Multipliant les performances, elle parvient sans cesse à battre des records, aux grandes dames de sa rivale, Jacqueline Cochrane. Le 20 mai 1955, l'Américaine est même soupçonnée de déclarer l'abolition des records féminins afin de rester la dernière championne de vitesse. Gagnante née, la Française réagit juste avant l'application de ce décret. Et Jacqueline Auriol, là, se découvre vraiment compétitrice, parce que dans ces 10 jours, une équipe de 20 personnes va l'aider. Elle va tout de même, 3 jours avant la date fatidique, réussir à ravir le titre à Jacqueline Cochrane.
Ce jour-là, Jacqueline Auriol vole à plus de 1151 km/h sur un Mystère 4. Bonne joueuse, Jacqueline Cochrane demande au président Eisenhower de lui attribuer son 3e Harmon Trophy. Cette récompense d'un exploit aéronautique qui est décerné de manière annuelle, c'est une femme et une femme française qui l'obtient à plusieurs reprises. C'est très important. Consciente du rôle qu'elle joue pour l'État français, Jacqueline Auriol redouble d'activité. En 10 ans, elle totalise 5000 heures de vol, dont 2000 en essai sur plus de 150 avions. Aux yeux de tous, elle devient l'icône de l'industrie aéronautique française et rayonne sur le monde de l'aviation. Sa légitimité est totalement établie. Et à partir de ce moment-là, elle a cette liberté qu'elle a conquise de haute lutte, qui lui permet d'être crédible à partir du moment où elle va vanter les meilleurs produits de l'aéronautique française. C'est du marketing, bien sûr, et puis avoir un intérêt probablement sur les crédits qu'on accorde à l'aéronautique française. Au-delà de ce qu'on voit sur les manchettes des journaux, c'est l'intérêt économique multiple que ça va avoir. Mais en 1964, l'aviatrice, alors âgée de 47 ans, doit mettre un terme à sa carrière de pilote d'essai. Passionnée, elle continue pourtant à voler et devient l'ambassadrice des avions d'assaut à travers le monde. Ça peut paraître effectivement péjoratif comme deuxième partie de carrière. Et je sais qu'elle a fait ça avec beaucoup de bonheur parce que ça lui a amené quoi ? Des nouvelles rencontres, des nouvelles découvertes. Et là, vraiment, elle a découvert de nouveaux pays et ça a continué à combler sa vie en tous les cas. D'autant plus qu'à travers tous ces voyages, Jacqueline renoue avec son autre passion, l'art et la décoration. Elle va même jusqu'à être employée par Air France pour décorer les salons d'accueil à l'étranger. Elle n'a jamais tout à fait quitté ses premières amours. Oui. Je pense que les détenteurs de records dans tous les sports, et même dans d'autres activités humaines, ont en commun un trait de caractère particulier. Ils ne savent pas résister à un défi. Dans le cas des pilotes, c'est une petite pointe de folie qui nous pousse à aller au-delà des limites atteintes. Les dépasser devient un défi irrésistible. Chercher au-delà du connu est une incomparable exploration de soi-même. Tel est l'un des ressorts qui m'animent. Mais en 1983, l'aviatrice, alors âgée de 66 ans, est rattrapée par la maladie. Elle est contrainte de renoncer définitivement à piloter. C'est-à-dire qu'elle va redevenir l'albatros sur le pont du bateau. C'est plus le bel oiseau qui volait, mais c'est l'oiseau handicapé. Et elle avait cette réponse qu'on entend souvent, c'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Elle dit, voilà, moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et si Jacqueline ne peut plus désormais se retrouver aux commandes d'un avion, elle ne s'empêche pas pour autant de rêver avec ses enfants et petits-enfants, à qui elle a transmis sa passion pour l'aviation, et avec qui elle ne se lasse pas d'échanger sur leur amour partagé. Par exemple, sur mon premier vol de nuit, de me dire « Qu'est-ce que c'est beau, une piste éclairée la nuit ?» et elle de se retourner vers moi en disant « Ah oui, qu'est-ce que c'est beau !» Mais quand ces enfants eux-mêmes sont montés dans les avions, ont pris les commandes, ils avaient déjà des machines beaucoup plus sûres. Il y a presque une sorte de transmission là aussi. C'est peut-être là qu'elle a eu le sentiment d'avoir fait vraiment son travail. C'est qu'elle remettait à des gens des avions plus sûrs. Jacqueline Auriol s'éteint le 11 février 2000 à Paris, à l'âge de 82 ans, en laissant pour toutes les femmes pilotes les 3 mots qui ont fait toute son existence. Vivre et voler. Jacqueline Auriol a fait autant pour l'aviation que pour la place de la femme dans l'aviation. Elle a surtout montré qu'une femme peut rester une femme tout en étant pilote et ne pas être un garçon manqué. Elle n'a pas tenté de ressembler aux hommes. Elle est restée extrêmement féminine. Alors aujourd'hui, dans ce 21e siècle, où prendre l'avion est partagé par tous, qui se souvient encore de cette femme libre, aventurière de l'aviation, qui a tant contribué à la sécurité de nos vols d'aujourd'hui? Je pense que malheureusement, la mémoire des ailes françaises est insuffisamment entretenue. Elle le regrettait amèrement de savoir que beaucoup de ses camarades qui avaient accompli des exploits pendant leurs essais sur les prototypes, eux seront complètement oubliés. Ne cherchez pas à être dans un panthéon et qu'on vienne la vénérer. Au mieux, peut-être, a-t-elle pensé être un exemple. Voilà. C'est dit, si ça peut, ce que j'ai fait peut aider quelqu'un, voilà, c'est en gros ce que l'on entend chez certains aviateurs. Mais n'ai-je pas la nostalgie de ce métier d'homme, exercé au milieu d'hommes, et qui était peut-être, au fond, la vie la plus féminine que j'ai jamais pu vivre. Tant il est vrai que si mes camarades de travail m'ont considéré comme l'un des leurs,
faisant le même métier. Ai-je besoin de dire que j'ai tout fait pour qu'il en soit ainsi? Et que là est ma fierté.